Alors, Dieudonné, le 4 juillet prochain, tu te produiras à Genève pour ton dernier Oui, spectacle au nom évocateur, Finissons-en. Comment se passe la tournée à travers la France? ça se passe très bien. Alors évidemment, après un an, plus d'un an même de confinement, c'est reparti. Ça fait plaisir. Je ne savais pas si on pourrait finir cette tournée, puis finalement, eh bien, elle va nous conduire jusqu'au mois d'octobre normalement. Et puis ensuite, l'idée c'est de partir entre la Turquie et le Cameroun. Quoi, ce sera 2 ans de retraite. Puis on verra si je reviens ou pas. Le lendemain du spectacle à Genève, donc le 5 juillet, Oui, tu es convoqué au tribunal de police genevois, oui. notamment pour des paroles prononcées sur scène lors d'un sketch. Le procès devait avoir lieu en mai. Cependant, la présidente du tribunal a accepté de le reporter aux grandes dames de la partie plaignante qui aurait voulu un jugement par défaut. Dans quel état d'esprit est-ce que tu comptes aborder cette audience? Alors, tu as dit pour des propos tenus dans un spectacle, bon, ça reste encore à définir. C'est un petit peu même le cœur du sujet. Ai-je ou non tenu ces propos-là? Ensuite, c'était quel type de propos, quel type de personnage était dans un spectacle effectivement comique. C'était le postulat de départ. La licence humoristique est-elle possible? Est-elle autorisée en Suisse pour des artistes? Et puis alors encore une fois, c'est étonnant puisque pour moi, j'y vais avec énormément de curiosité à ce procès, parce qu'il y a quelques années, sur la chaîne publique suisse, je ne sais pas si c'est un humoriste, monsieur Bernheim, C'est un producteur, euh, il me semble. Ouais. un producteur, c'est ça, mais il produit des choses un peu comiques, ou je ne sais pas, en tout cas, il s'autorise à faire des mots d'esprit, et lors d'une émission, il avait une émission dans laquelle, à un moment donné, j'ai été un court instant le sujet. Et il répondait à un homme qui s'interrogeait sur ma capacité à comprendre les choses. Et il disait, ah bah, il comprend, c'est normal, c'est un nègre. Et donc, à ce moment-là, bon, c'était sur une chaîne publique, on avait engagé une procédure et ça avait été classé en, je ne sais plus exactement l'expression, je crois que c'était, il n'y avait pas d'opportunité de poursuite. Et donc, je m'étais dit, bon, ben, en Suisse, sur le service public, on peut effectivement s'exprimer avec un cadre d'expression plus large qu'en France. Et puis là, voir qu'une association dans une salle privée avec les portes fermées vienne me poursuivre pour des propos tenus à l'intérieur de ce spectacle, prétendument tenus en plus, parce qu'ils entendent des choses que eux seuls entendent, c'est ça qui est étonnant. Ils traduisent et interprètent des choses comme eux seuls. C'est-à-dire qu'on est encore dans cette phase où on pense à la place du nègre. C'est-à-dire que le nègre ne peut pas penser par lui-même, mais c'est quelques associations juives qui vont vous dire ce que le nègre est en train de dire. Non, le nègre, il pense par lui-même aujourd'hui. Les choses ont évolué. Alors il y a un racisme extraordinaire, exceptionnel, euh, de la part de ces associations suprémacistes communautaires. Et j'espère que je suis curieux de les voir. Je les avais rencontrés une première fois dans une première audience chez le procureur, donc M. Grodecki. J'avais pu observer une sorte d'arrogance, un mépris dans le regard, si vous voulez. Euh, oui, c'est ça. Et je me suis dit Black Lives Matter à ce moment-là. Euh, Ta demande d'asile politique à la Turquie a une résonance au niveau international. Qu'est-ce que tu, Oui. qu'est-ce que tu réponds au magazine Le Point qui écrit, je cite, cette fuite à Istanbul est une provocation de plus au palmarès de ce polémiste dans une période de forte tension entre la France et la Turquie. Fin de citation. Moi, j'ai une chose c'est-à-dire, si la liberté d'expression en Europe, en France en particulier, réduit d'année en année, je suis bien placé pour le savoir. Tout a commencé pour moi avec un projet de film sur la traite négrière, le code noir. C'était un code qui réglementait l'utilisation du nègre, de l'esclave noir. Et j'ai eu toutes les difficultés du monde à pouvoir
mettre en place ce projet. Et puis, en discutant, en allant en Turquie, j'ai des amis là-bas maintenant, et ben, j'ai vu qu'on allait pouvoir peut-être finalement mettre en place ce projet. Euh, la Turquie est accusée de tout un tas de choses, mais il y a une liberté d'expression sur ce sujet qui m'intéresse particulièrement, qui est le sujet de la traite des Noirs et la responsabilité de certains dans ce commerce. Donc, sans vouloir culpabiliser ni les Blancs, ni les musulmans, ni les autres, moi je voudrais simplement voilà, qu'on commente ce code, ce code qui donne une réalité juridique à l'homme noir, un objet. C'est vraiment la chosification de la personne. C'est vraiment un texte extraordinaire. Donc voilà, j'ai rencontré des gens là-bas, donc je vais pouvoir faire ce projet qui me tient à cœur depuis un certain nombre d'années. Et puis la Turquie, c'est un pays je me sens bien. Je trouve que on peut s'exprimer de manière beaucoup plus libre qu'on peut le faire en France. On peut rire, on a un projet de disque là qui va sortir avec Stéphane Blais. Donc il y a une communauté française qui s'organise. On est en train de pouvoir enfin produire des choses que l'on ne peut plus faire en France. Et ça, c'est quelque chose de formidable. L'époque, c'est une époque qui est folle. Et je pense que lorsque on s'est donné pas une mission, la mission artistique, mais ce bâton de pèlerin, on va dire, pour, en ce qui me concerne, de la farce et du bon mot, mais dans tout le domaine politique, ce qui manque aujourd'hui, c'est la liberté. Nous, on est des artistes et je crois qu'on a aussi ce problème crucial de pouvoir laisser aller notre inspiration dans des zones qui aujourd'hui sont interdites parce que la bien-pensance aujourd'hui, elle est évidemment liée de manière éternelle à l'état de toutes les impostures, c'est-à-dire l'état d'Israël. Quand je dis Israël, c'est évidemment ce mouvement sioniste qui domine aujourd'hui et la culture, et les médias, et les politiques. Et ça, en Turquie, même si ce courant-là existe, il n'a pas le même pouvoir qu'en France. Donc c'est pour ça que tous les artistes attachés à la liberté, évidemment, sont les bienvenus en Turquie. Et c'est vrai que il y a un bon air là-bas, puis il y a un bon esprit. J'aime bien ce pays. Le président français Emmanuel Macron a été giflé par un homme lors d'un déplacement dans la Drôme. Est-ce que tu as un commentaire à faire à ce propos? Voilà, oui, évidemment, on ne peut pas rester indifférent face à ce qui, pour moi, est un geste politique. Alors, la classe politique entièrement sous contrôle des médias s'est émue. Ils sont en état de sidération, ils crient au scandale et ils dénoncent une ultra-violence. Je crois que ce sont les propos d'Emmanuel Macron. Et on a envie de lui dire, mais l'ultra-violence, c'est pas ça, c'est pas une gifle. L'ultra-violence, oui, elle existe. Cette ultra-violence, avec le confinement, elle s'est exercée notamment sur les femmes. On l'a vu, il y a eu de plus en plus d'actes de violence, mais également aussi toutes les formes d'extrémisme, les coups de couteau, les machins. C'est ça l'ultra-violence. C'est pas une gifle, c'est pas un coup de poing dans le nez. C'est pour moi ce qui s'est passé, c'est un geste. Ils ne veulent pas le voir évidemment, mais c'est un geste politique fort d'une France qui se réveille, un acte. Alors évidemment sur le plan de la loi, c'est répréhensible. Mais je pense qu'il y a volontairement, on essaye de limiter cette action à un acte de violence, alors que la portée symbolique et politique est très forte. C'est la gifle et c'est la demande de duel entre deux hommes. Alors c'est une autre époque, bien sûr, mais c'est une France qui existe. C'est une France attachée aussi, on le voit, à la chevalerie, à cette notion d'honneur. Moi, je trouve ça. Alors, je suis pas encore une fois, je ne connais pas grand-chose dans ces mouvements royalistes ou je ne sais quoi. Je ne sais pas comment les qualifier d'ailleurs. Mais je trouve qu'il y a
il y a une dimension politique que personne ne veut voir, enfin, que les médias subventionnés et les politiques grassement payés qui font partie de cette arnaque républicaine ne veulent pas voir, mais que le peuple voit. Le peuple n'est pas dupe. On sent bien que cet homme qui a giflé Macron n'a pas voulu lui faire du mal, il l'a pas insulté. Il a crié Montjoie Saint-Denis, donc cri de ralliement des chevaliers capétiens. Il y a une dimension hautement politique derrière ce geste, et c'est étonnant de limiter ça à un acte d'ultra-violence. L'ultra-violence demandée à la famille de Samuel Paty ce que ça veut dire, demander à toutes ces victimes du Bataclan ou de je ne sais quoi. L'ultra-violence, c'est autre chose. Et on voit bien qu'on est dans un monde complètement schizophrène, qui veut pas voir, en fait. Là, c'est effectivement un homme face à un autre homme, et qui le gifle simplement pour lui demander des comptes. Il va être arrêté, il va être condamné certainement. Il est présumé innocent pour l'instant, mais en tout cas, moi, je n'incite évidemment à rien, pas à la violence, surtout pas et certainement pas. Mais pour moi, c'est un acte politique fort. C'est un geste qui n'est pas sans rappeler la baffe de Nolan face à Manuel Valls. Du prince d'Armorique, un autre contexte. Alors, effectivement, Nolan Lapi, prince d'Armorique, qui fait partie de mon équipe. C'est deux courants très différents, puisqu'on a d'un côté un breton, de l'autre côté, visiblement, un acte qui est relié à la monarchie française, à l'honneur, à la chevalerie, mais française. Mais je pense que oui, effectivement, il y a un lien. D'ailleurs, j'ai eu Nolan qui m'a dit tout le bien qu'il pensait, non pas, on va dire, de l'aspect répréhensible, mais de la dimension d'honneur, évidemment, que cela pouvait lui renvoyer. Jean-Luc Mélenchon a été accusé de complotisme car il a prédit qu'il y aurait un attentat lors de la dernière semaine de la campagne présidentielle qui sera instrumentalisé pour montrer du doigt les musulmans. Qu'est-ce que cela t'inspire ? C'est vrai. Moi, je pense qu'il a en aucun moment, c'est du complotisme, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, je pense que tout le monde, enfin la plupart des gens que j'ai pu rencontrer, moi, sur les ronds-points, les gilets jaunes et autres gens qui se bougent un peu dans l'intérêt de ce pays, ont constaté, c'est-à-dire qu'il y a une instrumentalisation des attentats en général par le monde politique, ben, évidemment. Et donc ça tombe souvent, dès qu'il y en a un qui tombe au moment des élections, bon ben là c'est une aubaine pour tous ces gens-là. Après le complotisme, ce serait de dire que c'est commandité, qu'il y a un lien entre les services et ces terroristes, mais il n'est pas allé jusque-là, hein, Mélenchon. Après, Mélenchon, c'est pareil, il s'arrête toujours de temps en temps, je pense qu'il a compris qu'il allait être éjecté, qu'il ne faisait pas partie cette année, il n'ira pas au second tour, il va faire un score beaucoup moins important, parce que tout est faussé, et il s'aperçoit aujourd'hui que tout est faussé, et que ça a été une petite marionnette de ce petit jeu politique, et le système ne lui donnera pas de seconde chance. Alors il est accusé de tout, du complotisme, de l'antisémitisme, de tout. Mais il lui manque de toute façon le courage à Jean-Luc Mélenchon. Et quand je le vois condamner cet homme qui gifle Macron, et sans y voir derrière un acte politique majeur, puisque tous les propos et toute la carrière de Mélenchon n'auront pas provoqué une telle réaction. Ce jeune homme de 28 ans, pour moi, en l'espace d'une seconde, il a résumé ce que pensent 70% des électeurs qui ne vont pas voter. Parce que là, les dernières élections partielles en France ont montré un taux d'abstention record. Donc plus de 70% des gens se sont abstenus. Donc, bon.
Donc ces gens-là, évidemment, pourquoi ne pas faire le lien avec cette gifle? Je veux dire, c'est évident qu'il y a les gens n'ont plus confiance, les gens, il y a un problème d'honneur. On a vu les militaires parler d'honneur aussi. On a vu les flics se plaindre d'être en première ligne dans un combat qui mêle honneur, respect, dignité, ce sentiment de se sentir enfermé dans une dictature sanitaire qui vous prive de toutes les libertés. Bon, ben, ils décident de dire que ces gens qui se réveillent sont de l'extrême droite, je sais pas quoi, ou extrême gauche. Bon, et ce qui est dommage, c'est que ces gens qui sont catalogués et d'extrême droite et d'extrême gauche n'ont pas compris que c'était aujourd'hui la périphérie qui devait s'unir contre un noyau, contre la mafia, quoi. D'accord, bah, sur ces paroles, merci Dieudonné. Eh ben, avec plaisir. Et puis certainement à bientôt en Suisse alors. Oui.